Bonjour, vous êtes les très bienvenus. C'est le dernier jour du COP, donc c'est un jour important pour l'environnement. Moi, je vais parler aujourd'hui de la gestion des ressources naturelles. Et en effet, j'ai 2 cours sur la gestion des ressources naturelles. Donc aujourd'hui, je vais focaliser surtout la pêche. Le séminaire après mon cours sera donné par Anne-Sophie Crepin, qui est ici, qui vient de Stockholm et aussi de la France. Et je voulais aussi m'assurer que vous avez vu que le programme a changé un petit peu et que le 8 janvier est annulé. C'est-à-dire plutôt que je ferai le même cours que j'allais faire le 8, je le ferai, c'est tout repoussé, donc il y a un cours aussi le 29 janvier. Le programme est repoussé un peu en janvier. Et donc, il reste un cours en décembre, c'est la semaine prochaine, et cela c'est sur la régressivité des politiques environnementales. Aujourd'hui, donc, un peu sur les ressources naturelles. C'est un problème donc d'aménagement autant dans le temps que dans l'espace. Et il y a souvent une écologie intéressante et compliquée. Et c'est en effet un peu sur ce sujet-là que Anne-Sophie va parler dans son séminaire. Elle parlera des systèmes écologiques compliqués qui ont des seuils et qui posent des problèmes spéciaux pour l'aménagement, pour la gestion. Il y a une longue histoire dans l'économie des ressources naturelles et de l'économie où on a pensé au problème de la croissance de l'économie humaine et qu'est-ce que ça implique pour... commençons d'abord avec la population et en plus le bien-être de l'homme. Qu'est-ce que ça... quel problème est-ce que ça impose pour la croissance et donc pour la base écologique sur laquelle nous dépendons. Malthus était pessimiste. Il est un point de référence pour toute l'histoire de pensée après. C'est lui qui est le pessimiste qui dit que, en fait, que nous sommes un peu condamnés à vivre la pauvreté. Je sais que quand j'ai fait mes études, je veux peut-être qu'on se moquait de lui, mais un peu quand même que c'était peu réaliste. Là. Il y a 200 ans, il pensait qu'on allait vivre dans la pauvreté. Mais il faut voir. D'abord, nous ne savons pas ce que nous avons dans l'avenir. Et en plus, il faut se souvenir que la plupart de l'humanité vit toujours dans la pauvreté. Donc, il faut avoir de perspectives. Un économiste qui prétend avoir une solution, en quelque sorte, c'est Harold Hotelling, et qui écrit sur le sujet le sentiment de que peut-être on utilise trop et que cela est dû ou lié plutôt au fait que les ressources sont trop bon marché, de quelque sorte, qu'on devrait peut-être les valoriser plus. Et il écrit sur les prix. Donc, une des questions que nous posons, c'est que s'il y a une rareté des ressources, si elle est réelle ou non. Et le Malthus un peu plus moderne, c'est le Club de Rome, qui dans les années 70 a publié un livre et parmi beaucoup d'autres choses, ce tableau vient de là. Ils ont calculé combien il y avait de différentes ressources, de différents métaux, là, par exemple, et aussi des ressources pétrolières, par exemple. Et ils ont divisé
les stocks connus, prouvés par l'utilisation chaque année. Et donc, il y a un index, et par exemple, je sais pas, prenons le plomb, par exemple, et il restait 26 années d'utilisation. Et c'était écrit en 1970, donc on aurait terminé tout le plomb dans l'année 96, mais on ne l'a pas épuisé, en effet. Peut-être le contraire, il y a peut-être trop de plomb dans quelques écosystèmes, comme pollution. Et donc, il y a certains qui disent que bon, cela démontre que la rareté n'est pas un problème, en effet. Mais cela serait une conclusion trop simple. C'est drôle, ça. Il y a une courbe. Vous voyez, vous arrivez à voir là, il y a une courbe, en fait, le courbe le plus important. Vous le voyez? D'ici, on ne le voit pas. Mais c'est très pédagogique. C'est le point central que s'il y a un prix qui augmente, ici il y a le temps, donc si chaque année le prix augmente, ça implique que l'extraction et l'utilisation diminuent parce que le prix est plus élevé. On fait plus d'économies, plus de substitution, plus de technologie. Donc, on utilise chaque année plus efficacement la ressource. Et donc, les ressources totales, ils diminuent, mais ils ne s'épuisent pas. Et c'est simple de quelque manière, on peut dire que si on prend toujours 10% de ce qui reste, on n'épuise jamais la ressource. La ressource devient plus petite, mais il n'est pas épuisé. Et un des arguments donc centraux pour la théorie de Hotelling, c'est qu'il y a un arbitrage. Et si vous pensez à une économie qui n'a pas d'inflation, mais un taux d'intérêt de 3%, et que vous achetez une monnaie, juste pour 1 million, et vous le faites comme un investissement. Donc, quelle valeur est-ce que vous attendez que ça aura l'année prochaine? Donc, normalement, on s'attend qu'il vaudra 3% de plus. Sinon, si quelqu'un vous dit que non, ce tableau vaudra 1,020 000 000, donc le capitaliste rationnel serait prêt à payer plutôt 990 000 aujourd'hui. C'est le principe d'arbitrage. Avec ce principe, on déduit assez simple, c'est assez simple de déduire, je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais on suppose tout simplement qu'il y a un bénéfice d'une quantité Q. Ici, c'est une courbe de demande. Il y a ça chaque année, mais on actualise le bénéfice dans le temps. Et qu'il y a une ressource qui est limitée, donc la somme de toutes les extractions ne peut pas être plus grande que la ressource. Donc, ça mène assez vite à la conclusion que le prix, ou plutôt la rente de rareté doit augmenter chaque année avec le taux d'intérêt ou taux d'actualisation. Avec ce principe, donc, on pourrait aménager les ressources. Et les ressources non renouvelables seront en effet inépuisables. C'est un peu de magie.
Parce que tout cela, c'était pour des ressources non renouvelables, comme les minéraux ou le pétrole. Alors, les ressources renouvelables, comme les stocks de poissons, par exemple, ou des forêts, c'est un peu différent. On pensait dans l'histoire que les stocks de poissons étaient inépuisables. Ici, c'est Huxley, qui était un intime de Darwin, qui a parlé devant le Royal Society à Londres il y a 130 ans, et il a dit que les stocks de poissons étaient tellement puissants en leur reproduction que ça n'avait aucun effet, la pêche n'avait aucun effet. Et il a eu raison, année après année, jusqu'à les années 60, 70. On a commencé à voir que l'humanité a quand même réussi à détruire des grandes ressources marines. Il y a donc une tragédie d'accès libre. Les pêches, c'est un petit peu comme la congestion routière. Tout le monde, tous les pêcheurs auraient un bien-être meilleur si on pouvait coordonner, réduire l'effort, mais pour chacun, c'est quand même rationnel de continuer à faire de la pêche. Donc c'est un domaine où le marché ne marche pas du tout. Et c'est un exemple d'une défaillance de marché. Pourquoi est-ce qu'il y a une défaillance de marché? C'est parce qu'il manque des droits de propriété. Je reviendrai à ça. Mais donc c'est un domaine où nous avons des modèles qui, de quelque sorte, intègrent un modèle écologique ou au moins biologique, très simple d'ailleurs. Voilà le modèle biologique. Le modèle biologique dit que on commence ici, dans le coin ici. Avant l'homme, il y avait beaucoup de poissons dans la mer et dans les lacs et dans les rivières. Il n'y a pas de pêche, évidemment. Quelle est la croissance à ce point-là? Quelle est la croissance chaque année? Combien d'accroissement est-ce qu'il y a dans le stock de poissons? Eh bien, c'est zéro, parce que c'est un point d'équilibre, la nature. Là, évidemment, c'est une exagération. Il peut y avoir des fluctuations. Il y a plusieurs espèces. Il y a bien des complications dans les vrais systèmes écologiques. C'est un système très, très, très simple. Mais c'est quand même évident, les systèmes naturels ont une tendance d'être en équilibre. Il y a un autre point ici où il n'y a pas de rendement, c'est quand on a pêché autant qu'il ne reste pas de poissons du tout. Mais il y a ici, dans le milieu, il y a des états où le stock est réduit. C'est qu'il faut dire qu'ici, il n'y a pas de croissance parce que le stock est tellement grand qu'il n'y a plus de nourriture, disons, pour encore plus de poissons. C'est un équilibre. Donc, il ne peut pas y avoir de croissance. Si on réduit le stock, il y a un point ici où la croissance est très grande. Parce que si on le réduit trop, il n'y a pas suffisamment de poissons qui pourraient être des parents pour donner encore une prochaine génération. Mais il y a un point qui donne le rendement maximum. C'est donc un bon point.
du point de vue du pêcheur, de l'humanité, parce qu'ici, il y a quand même toujours beaucoup de stocks, un grand stock, qui donne un rendement, qui donne chaque année. Si on réussit à maintenir le stock des poissons ici, on a chaque année un grand rendement. Il y a beaucoup de poissons qui donnent donc chaque année de nouvelles générations de poissons, mais il n'y a pas autant donc, il y a beaucoup de nourriture, disons, et de l'espace et d'autres conditions pour les poissons. Et si le stock est plus grand, il y a en fait le rendement net chaque année est moins. Donc, de quelques points de vue, c'est souvent vu comme l'état idéal pour la gestion. C'est en effet pas l'optimum, mais c'est proche à l'optimum. Donc, c'est ça notre modèle biologique. On peut le faire plus compliqué. On peut avoir 2 ou 3 espèces qui se compitent entre eux. Par exemple, ça devient déjà mathématiquement assez compliqué si on a plusieurs espaces. Il faut donc... Anne-Sophie peut le faire, par exemple. Mais donc ici, si on est sur ce point-là, le rendement ici, juste pour montrer comment ça marche, le rendement serait chaque année la croissance comme ça. Si on pêche plus que ça vous renvoie à un point comme ça. Et l'année prochaine, le rendement est encore plus petit. Si on continue à pêcher à ce niveau-là, on épuise le stock. Cela, on l'a fait, l'humanité l'a fait plusieurs fois. Donc, je disais que c'était un modèle simple de biologie. C'est un modèle assez simple d'économie aussi. C'est que les coûts augmentent ici. Quand il y a moins de stock, ça devient de plus difficile de pêcher. C'est assez simple quand même. Mais si vous avez, je ne sais pas s'il y a entre vous des gens qui pêchent, mais si vous le faites, c'est mieux d'aller dans les lacs où il y a beaucoup de poissons que dans les lacs où il y a moins de poissons. C'est plus facile. C'est un peu ça, cette courbe-là. Donc c'est facile. Ça devient de plus en plus cher de pêcher parce qu'il faut aller plus loin pour avoir la même quantité de poissons s'il y a moins de stock. Donc, ici, par exemple, il y a le profit. C'est la différence entre la valeur de ce qu'on pêche et le coût. Et c'est en fait, c'est ça qu'il faut maximiser. Et donc, le point de rendement maximum, c'est là. C'est pas tout à fait le même que le maximum sustainable yield. Mais bon, c'est une petite différence. Il y a des milliers d'articles sur cette différence. Mais en fait, le plus important, c'est d'éviter d'aller là, parce que c'est là, c'est le point où on va. C'est le point d'équilibre open access, d'accès libre. C'est open access equilibrium. C'est donc le point d'équilibre de l'accès libre. C'est si chaque pêcheur prend sa décision soi-même, il continue à pêcher jusqu'à ce point-là, parce que là, le rendement moyen est égal au coût moyen. Donc là, le profit est zéro. Et là, les pêcheurs ensemble auraient pu avoir un profit tellement grand pour toujours. Mais ils pêchent trop, et donc il y a moins de poissons, il y a un coût plus élevé, et le profit est disparu. C'est la tragédie de l'accès libre. En plus, c'est pire que ça, parce que s'il y a du progrès technique, le progrès technique, normalement, est bien. Ici, le progrès technique, ça fait que c'est meilleur marché, on fait des filets de pêche plus efficaces, par exemple. Des bateaux plus efficaces, des équipements pour chercher où sont les poissons, une espèce de GPS, des choses comme ça. Donc, le coût de pêche diminue. Le progrès technique
est en effet bon, ou pourrait être bon. Parce que, en fait, si on restait ici et on continuait à pêcher à l'optimum économique, le profit serait plus grand. Ça serait bien pour l'humanité. Nous avons besoin de bonne nourriture à un coût réduit. Mais ce qui se passe, c'est que l'équilibre de l'accès libre, ça change d'ici à là. Et si on fait des petites erreurs, même on arrive peut-être à épuiser le stock et on a perdu cette ressource pour toujours ou pour une période assez longue, de toute façon. Donc le progrès technique n'est pas si bon que ça. Il est dangereux, il est difficile à gérer. Et on peut estimer les fonctions comme ça pour les pêches dans différents endroits. Un des plus grands, inépuisables des stocks de poissons, c'était le bacalao, non, c'est qu'est-ce que c'est quoi le code? Morue. La morue. Dans l'Atlantique, où on a pêché énormément, et des morues qui étaient plus ou moins grands comme moi. Aujourd'hui, un morue de 10 kilos est grand, mais ils peuvent atteindre 100 kilos. Donc, il y avait une trentaine de mille pêcheurs qui travaillaient dans cette industrie, qui pêchaient là. Et 92, c'est le grand crash pour cette activité. Et bon, vous voyez, j'en ai parlé depuis 2000, j'en ai parlé de cela. Et en effet, on disait là-haut, ils reviendront. Comme si les poissons juste bougeaient. Mais non, ils ne bougeaient pas, ils étaient morts. Ils étaient épuisés. Donc ils ne reviennent pas si. C'est pas. En fait, maintenant, d'autres espèces ont pris leur place. Il y a beaucoup de crabes. Il n'y a pas encore beaucoup de morues. Ils ne sont pas revenus, en fait. Cela est arrivé avec beaucoup des grands stocks de poissons partout dans le monde. Donc c'est un vrai problème. Mais il y a aussi des solutions qu'on voit parfois. Islande, par exemple, a introduit en gestion de la pêche, dont on va parler dans un instant. Et là, on voit que ça continue. Il y a toujours un stock de morues en Islande. Là, il y a un pêcheur avec un homard et une crabe tortue. Donc, je disais avant que c'était un peu un problème de congestion. Il y a trop de pêcheurs. Donc, c'est un peu comme un problème que vous connaissez tout. Alors, qui pense qu'une bonne solution à ce problème, ça serait une subvention pour des voitures plus grandes? Personne? Mais tous les ministres de pêche dans le monde, ils ont eu cette même idée brillante. Ah, les pauvres pêcheurs, ça ne va pas bien, il faut les aider. Des subventions pour plus de filets, pour des bateaux plus puissants. C'est vraiment donc un cas. Il y a une défaillance de marché claire. C'est en fait qu'il n'y a pas de droit de propriété aux poissons dans la mer. Donc, comme il n'y a pas de droit de propriété, il n'y a pas d'aménagement et il y a la tragédie d'accès libre.
Mais ajouté à cela, il y a une défaillance de politique. Il y a des politiques qui sont presque exactement le contraire de ce qu'il faudrait. Il faudrait contraindre la pêche et au lieu de cela, on l'encourage avec des subventions. Pauvre poisson, en fait. Et c'est qu'il semble que la mentalité des gens, c'est ce modèle ici. Que si on n'a plus de bateaux, plus de pêcheurs, plus d'activités, d'efforts de pêche, il n'y a plus de poissons, davantage de poissons. Alors c'est comme si c'était une fabrique de ciment. Mais ce n'est pas ça. Comme vous avez vu, c'est plutôt comme ça que si on pêche trop, au départ, c'est comme ça. Si on pêche plus, on n'a plus de poissons. Mais après un certain point, on a moins. Et c'est là qu'il semble que l'humanité n'a pas bien compris, parce que ce n'est pas seulement une défaillance de marché. En plus de cela, c'est vraiment... Dans beaucoup de pays, il y a des politiques absurdes, contre-productives. Voilà, j'ai déjà dit cela, donc que dans chaque pêcheur, il pêche. Et ça peut paraître comme si c'est le mécanisme de marché. Chaque agriculteur, il plante autant de blé comme il veut, ça marche. Parce qu'il y a des droits de propriété à la terre, et donc le prix de blé, ça reflète la rareté des terrains, et le mécanisme de marché, ça fonctionne. Ici, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de réflexion de la rareté des ressources dans le prix des poissons, tout simplement. Et le pêcheur ne comptabilise pas les coûts. Il voit ses propres coûts pour son bateau, qui sont d'ailleurs souvent subventionnés. Et au lieu de cela, il devrait aussi prendre en compte les coûts de rareté, la rente rareté s'il prend encore un poisson, il y aura moins de poissons pour tout le monde l'année prochaine, mais il ne le prend pas en considération parce qu'il n'y a pas de droit de propriété. Donc, il faut un policy, il faut de politique. Et la tragédie, comme je disais, qu'il y a une politique, mais c'est souvent la fausse politique. Un instrument possible, ça serait le taxe. En principe, c'est juste dans les livres de texte. Ça ne s'est pas appliqué. C'est difficile pour des raisons d'économie politique. Les pêcheurs sont souvent un groupe assez petit, concentré, ils forment un lobby, ce sont des experts, le reste de la société ne connaît pas très bien. Et les pêcheurs sont forts, un peu comme les agriculteurs en France. C'est très difficile de les taxer parce qu'ils disent au contraire, non, nous, on est pauvres, les gens simples, on a besoin d'aide parce qu'il nous manque des poissons. Donc, c'est plutôt les subventions qu'ils reçoivent, qui est une politique tout à fait fausse. Donc, cette politique-là, ça fait que le problème devient pire. Les taxes sont politiquement impossibles. Il y a beaucoup de restrictions aussi. On fait des zonages, par exemple, donc ce n'est pas permis de pêcher là, mais c'est permis là. Bon. J'ai parlé beaucoup avec des pêcheurs. Ils sont contrôlés parfois. Il y a des contrôleurs. C'est pas, par exemple, ce n'est pas permis de jeter les poissons à la mer. Mais bon, il faut le contrôler. Parfois, on met des contrôleurs sur le bateau. Il est arrivé même que les contrôleurs aussi sont tombés à bord.
Ils mettent les caméras, mais les caméras ne marchent pas toujours. On met des GPS pour éviter qu'ils vont dans certaines zones. C'est facile, on met le papier aluminium sur le GPS et ça ne marche pas 6-5 heures. Bon. Après, on enlève le papier aluminium. Si les contrôleurs vous disent que vous n'étiez pas sur le radar là, hier après-midi, je ne sais pas. Bon, ça n'a pas marché, votre système. Nous ne savons rien. Ils font vraiment des efforts. J'étais sur un bateau, j'ai oublié le mot trawler, quand on a... Quoi? Chalutier, oui, voilà. J'étais sur un chalutier en Suède. Il téléphonait, il avait 5 ordinateurs dans son petit bateau, il était seul, avec 5 ordinateurs et en plus l'équipement de pêche. Donc il fallait rapporter chaque fois, quand il laissait le quai, quand il sortait d'un certain point, quand il rentrait là, sa direction, quand il mettait les filets. Tout ça, il y avait des reportages tout le temps, beaucoup de contrôle, mais aussi beaucoup de possibilités de tricher en fait. Et si on fait des restrictions sur les bateaux, qu'il ne faut pas qu'ils soient plus puissants que ça, il y a donc un intérêt d'évader la régulation. Et si c'est la longueur du bateau qui est régulée, donc on fait des bateaux très gros. Et si c'est autre chose, on fait souvent, on ferme quand on a atteint une certaine limite, on essaie de fermer des endroits. Mais donc ça mène à ce qu'on appelle des compétitions à pêcher. Et il y a eu des pêches qui ont duré juste 48 heures. Donc ça crée des conditions. Ça ouvre le 1er janvier. Et donc tous les vaisseaux vont là. Ils sont très puissants, très grands. Et ils pêchent tout ce qu'ils peuvent. Et en 48 heures, ils ont pris tous les poissons pour l'année. Donc le consommateur va manger du poisson congelé. Les prix pour les pêcheurs sera plus bas parce que vendre tous les poissons le 3e janvier, ce n'est pas une bonne stratégie. Il faudrait plutôt attendre. Et donc, ça crée beaucoup de problèmes. Ça crée en plus une ambiance très conflictive. Les pêcheurs, ils sont vraiment très opposés aux régulateurs. Ils ne collaborent pas. C'est la guerre un peu entre les pêcheurs et les régulateurs. Les régulateurs qui, de quelque sorte, essaient de les aider parce que l'idée, c'est sauver les pêcheurs d'eux-mêmes un peu. Parce qu'il y a cette défaillance de marché, qu'il n'y a pas de biens de propriété, tout cela n'arrive pas dans un lac. Parfois, il y a des lacs qui sont des propriétés privées. Là, il n'y a pas de problème. Le seul pêcheur, il ne pêche pas trop. C'est juste la compétition, l'accès libre, compétition qui n'est pas fondée sur les droits de propriété, c'est ça qui crée le problème. Donc, la politique doit les sauver d'eux-mêmes un peu. Et c'est une manière de les aider. Mais ils ne le perçoivent pas comme ça. Ils perçoivent que ce sont les gens de Paris qui en costume, qui ne savent rien de pêche et qui viennent nous emmerder. Donc, ils ne collaborent pas du tout. Et c'est évidemment, on aurait besoin d'eux parce que ce sont les experts quand même. Donc, cette ambiance conflictive entre les pêcheurs et les régulateurs ne sert à grand-chose. Donc, il y a une solution assez controversée, controversée politiquement peut-être, parce qu'on pourrait peut-être dire que c'est une
une politique qui évoque peut-être plus d'enthousiasme au spectre droite de politique, parce que c'est les droits, c'est créer, donner les droits à la mer aux pêcheurs. Mais c'est une politique qui marche. Il y a encore quelques autres politiques qui marchent aussi, les labels, par exemple. On peut voir l'origine, et il y a beaucoup de consommateurs qui se préoccupent pour savoir que la pêche, que le poisson qu'ils achètent vient d'une pêche qui est tout soutenable. Et aussi des réserves. Les réserves sont biologiquement très productives. Si on réussit à les protéger bien, donc on évite et les stocks de poissons peuvent se récupérer. Donc, on parle des droits à la pêche, et ce sont des droits qui sont un peu comme les droits à propriété, comme on peut donc les vendre. Ça fait un des avantages que c'est si un pêcheur a des droits à pêcher, il peut arrêter de pêcher plus facilement. Ça peut paraître comme une contradiction, mais il peut vendre ses droits à pêcher. Et avec cet argent, il peut acheter un camion et faire d'autres choses. Donc, ça lui donne une possibilité de laisser la profession. Et cela est bon, parce qu'avec le progrès technique, on a besoin de moins et moins de pêcheurs. On ne peut pas avoir le même nombre de pêcheurs toujours. Il y a des différents types on les appelle parfois ici transferable fishing concession, catch shares, individual tradable quota, individual fishing quota, et des systèmes un peu différents selon les conditions. Pour les grands pêches comme dans l'Atlantique, pour la morue par exemple, on utilise ces droits qui sont d'ailleurs, c'est un aspect qui est intéressant avec le ITQ, c'est que on réussit à séparer la décision d'allocation entre les pêcheurs et de la pêche totale. On a fait l'erreur une ou deux fois, en Australie, une fois notamment, où on a donné à chaque pêcheur, vous avez le droit à une tonne, 2 tonnes, etc. On a alloué en tonnes les droits. Et après, il n'y avait pas autant de poissons. Et les pêcheurs ont pu donc demander aux autorités, vous m'avez donné un droit autant de tonnes, et maintenant il n'y en a pas, il faut que vous me compensez. Donc c'est une situation un peu gênante pour les autorités. Maintenant, on fait toujours plutôt en pourcentage. On vous donne à chaque pêcheur, par exemple, un pourcentage. Et après, le catch total, on le décide, on laisse des experts, des biologues de pêche, décider cela une fois par année, par exemple, en vue des stocks de poissons qu'on peut mesurer. Cela, c'est un modèle intéressant pour la gestion des ressources naturelles, parce que ça sépare un peu l'analyse de combien on prend en total du problème d'allocation entre individus. On pourrait s'imaginer le même avec le climat, qu'on faisait une négociation sur les pourcentages de chaque pays,
et qu'on aurait un autre procédé pour décider les tonnes totales d'émissions. On ne l'a pas, mais je dis juste qu'on pourrait aller dans cette direction. Ça marche pour les grands stocks de poissons, comme la morue, où il y a des centaines de mille de tonnes, c'est très grand. Il y a aussi des systèmes qui sont beaucoup plus divers sur les récifs de corail, des petits villages où il y a beaucoup de différentes espèces et le système est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus petit. Et là, on parle plutôt des coopératives et des territorial user right fisheries. Et cela est en effet un système de gestion qui est aujourd'hui beaucoup utilisé. Ça a commencé un peu en Islande, Norvège, Australie, mais maintenant Chili. Il y a un peu partout. Les États-Unis, ça a été adopté grandement et ça semble de marcher bien, en fait. Ça donne aux pêcheurs un intérêt de long terme. Ils savent qu'eux, ils sont les doyens de la ressource. On a vu parfois qu'au lieu de combattre les biologues qui les régulaient avant, ils les embauchent, ils les emploient. Ils veulent savoir combien est le stock, comment est-ce que ça marche, parce que c'est eux qui ont le droit de gestion. Ils ont une flexibilité de pêcher quand ils veulent. Et ils peuvent pêcher quand la mer est plus calme ou quand la demande de poissons est plus élevée. C'est bien pour la sécurité des pêcheurs et pour le profit aussi. C'est souvent ça crée des conditions de collaboration avec les régulateurs pour atteindre les total allowable catch. Et ça augmente en fait ça c'est catch per unit effort. C'est quoi en français? Bon, c'est donc ce qu'on capte divisé par heure de pêche. J'ai quelques diagrammes. Il y a eu des articles qui ont démontré qu'en effet que ça marche, que le compliance avec les régulations, que ça augmente quand on a introduit ce système, qu'on réduit la quantité de poissons qu'on jette à la mer, qui est un grand problème évidemment. Ils sont souvent, il y a 80% au moins qui meurent de cela quand on les rejette à la mer. Donc c'est pas une bonne politique. Ça aide à réduire la surcapacité. Il y a souvent trop de bateaux de pêche et ça aide à réduire, ça fait moins conflictif parce que juste que les pêcheurs peuvent vendre leur quota et ça leur permet de faire autre chose plus facilement. Et ça augmente le revenu. Il y a parfois les complications. Et je vais vous en montrer juste une, mais il y en a des milliers. Il y a par exemple les pêcheurs de sport. Ils sont tout à fait différents que les pêcheurs professionnels. Pour les pêcheurs professionnels, l'effort, c'est un coût. Pour les pêcheurs de sport, ils aiment ça. Si ça prend plus de temps, ça ne fait rien. Ils continuent quand même. C'est tout à fait notre comportement. Moi, je vais parler de la diversité génétique, mais tout vite, juste pour donner une idée d'une des complications.
La morue, par exemple, on a cru avant qu'il y avait une espèce de morue. Mais les études récentes ont démontré qu'en effet, les morues, ils sont comme les saumons. Là, je vais vous montrer. Là, les saumons. Vous savez que les saumons, ils reviennent toujours à la même rivière où ils sont nés. Vous en avez entendu parler? Oui, tout le monde a entendu parler de cela. C'est marrant. Je ne sais pas, c'est presque la seule chose que nous savons des poissons. C'est mignon. Mais en effet, c'est le même pour la morue. Sauf que leur maison où ils sont nés, c'est un trou quelque part au fond de la mer. Et l'humanité ne l'a pas vu. Mais c'est le même. Il y a des différentes tribus de morues qui ne se mélangent pas entre eux. Comment est-ce que nous savons? Nous savons parce que nous observons des différences stables génétiques entre les morues qu'on capte là et les morues qu'on capte à 50 km plus au nord. Donc, c'est toujours la même espèce. Théoriquement, ils pouvaient en fait reproduire ensemble, mais ils ne le font pas. Il y a un comportement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a fait des études. Là, c'est en Norvège, en fait. Il y a toutes des différentes sous-populations et on a commencé à étudier comment il y a des migrations. Il y a des migrations pour se reproduire et des autres migrations pour manger dans les différentes saisons. C'est tout un comportement, tout un monde dont nous ne savons rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour... en fait, avant, donc, on pensait qu'il y avait un stock. C'est l'autorité internationale qui mesure les stocks. Et donc, il y a un stock ici. On disait que le stock 3A de morues. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un stock là, il y a des centaines de différentes tribus qui ne se mélangent pas entre eux. Et donc, ça veut dire que les équations que j'avais avant étaient fausses. Il n'y a pas une... Ici, c'est une équation d'augmentation du stock. Ici, c'est la pêche. C'est donc les équations que je montrais avant en forme graphique. Mais il faut avoir des équations séparées pour chaque stock I. Et ça change le mathématique énormément. Et j'ai fait des simulations, là par exemple, là c'est un économiste qui fait, parce que j'ai 5 substocks, qui chacun donc, de la même taille, c'est juste un jeu, un petit modèle en Excel. Mais si on a 5 stocks, au lieu d'avoir un stock, on a 5 stocks qui sont chacun 20%. Mais ils ont des petites différences de comportement. Et donc, j'avais un petit modèle ici. Si dans ce modèle, ici, on pêche, et on pêche, et on pêche, et le stock, on le réduit. Si on cesse à pêcher, donc le stock rebondit. Et on a le même, après quelques années, on a le même stock qu'avant. Mais dans mon cas ici, avec des différentes stocks de morues, il peut y avoir quelques-uns qui sont morts et pour toujours. Ils sont épuisés. Ils ne sont pas, il n'y en a pas suffisamment. Donc, ça ne rebondit jamais. Et en effet, au lieu de courbe que j'avais avant, il y a 5 stocks. Et si on a atteint ce point-là, ça rebondit un peu, mais ça rebondit. Les 2 stocks dont il y a toujours quelques-uns, ça rebondit. Les autres 3 stocks sont extincts. Donc, ça crée des non-convexités dans l'espace de production. Et c'est juste ça qui alimente les modèles de Anne-Sophie. Les non-convexités, donc des
problèmes de non-linéarité ou de seuil, on peut dire, et ça crée une possibilité d'extinction dans ces modèles. Là, c'est Danemark et c'est la Suède. Moi, j'habite là, je pêche là, juste là, un peu, sur une île. Et ici, ce sont des différents stocks. Cela, c'est des connaissances très récentes. On n'a pas su cela il y a 20 ans. On pensait qu'il y avait une espèce de morue. Mais maintenant, on a combiné les nouvelles informations génétiques, qui sont des tout nouveaux méthodes, avec les interviews avec les pêcheurs très vieux, qui ont dit « Ah oui, quand j'étais petit, il y a toujours en mai ou en janvier, il y avait beaucoup de poissons là, etc. » Donc, on a réussi à reconstruire où il y avait des différents stocks. Donc, il y a une histoire des tribus de morues, dont plusieurs sont maintenant épuisés, ou on ne sait pas. Peut-être il y a quelques individus, peut-être dans 30 ans, ça peut revenir, on ne sait pas. Mais ce que nous savons, c'est probablement il n'y en a plus. Donc, ce que je disais avant, que si on a des droits à la propriété qu'on donne aux pêcheurs, ça résout tout. C'est un principe général. Mais évidemment, si la nature est compliquée, il faut que l'instrument soit aussi un peu plus compliqué. Dans ce cas-là, il faudrait avoir des droits pour séparer pour chaque tribu de poissons, en principe, ce qui fait beaucoup plus compliqué, ou des gestions locales ou d'autres choses.